De retour en direct sur CNews, nous sommes toujours avec Yvan Rioufol, bien sûr, et Véronique Jacquier. Nous ont rejoint sur ce plateau Charles Gave. Bonjour, vous êtes économiste, fondateur de l'Institut des Libertés, et puis Pierre Lerin, journaliste spécialiste de la Russie. Merci à tous les deux d'être présents. Votre première question, Yvan, est pour Charles Gave. Ma question, oui, pour Charles Gave, parce que ma question est toute simple, c'est est-ce que les sanctions qui sont prises contre la Russie sont des sanctions, et les sanctions économiques qui sont prises contre la Russie sont des sanctions efficaces? Est-ce qu'elles font mal à la Russie? À la Russie, je ne suis pas certain, mais à l'Europe, certainement. Ça, c'est absolument certain, puisque la Russie est un pays qui est très autarcique. Le commerce n'est pas très important. Il domine complètement tout ce qui est le monde de l'énergie. Par exemple, 30% de notre énergie en Europe nous est fournie par la Russie. Si on réussit, comme il y a une pénurie de pétrole et d'énergie fossile aujourd'hui dans le monde, parce qu'on n'a pas cherché de pétrole et d'énergie depuis 10 ans, eh bien, le prix de l'énergie va continuer à monter. Et j'ai aucun doute que les Russes n'auront aucun mal à vendre leur énergie aux Chinois, aux Coréens, parce qu'ils en demandent tous, surtout s'ils pouvaient payer dans leur monnaie nationale, à la place de payer en dollars. Mais on a dit tout de même que la Russie était en cessation de paiement mercredi. Elle ne pouvait pas payer ses dettes. Alors là, ça fait partie de la grande désinformation. Vous savez, les bouteillons qu'on dit, c'est que la Russie ne devait pas payer ses dettes, et pourtant elle les a payées. Alors on a appris avec stupéfaction que, ça risque d'être confirmé, que la Russie avait donné des ordres à une banque américaine dans laquelle elle avait des comptes, pas ses réserves de change qui sont gelées, mais une banque dans laquelle elle avait des comptes, et que la banque américaine avait payé toutes les obligations, les intérêts sur les obligations. Et donc ça veut dire simplement que ces braves Américains, ils ont eu une telle trouille à l'idée que la Russie puisse faire défaut, ce qui créerait des complications gigantesques dans les marchés financiers, alors qu'il n'y a aucune raison qu'elle fasse défaut, qu'ils auraient autorisé la banque américaine, c'est-à-dire le Trésor et la Banque centrale américaine, ont autorisé à payer. Et ça, vous en êtes sûr? J'en suis pas certain, mais en tout cas, oui. La Russie a dit, nous avons payé, nous avons donné l'ordre à notre banque qui s'est exécutée. Donc, personne n'a rien dit dans le sens inverse. Ça voudrait dire que c'est du grand n'importe quoi. On nous dit qu'on bloque les paiements à la Russie. Je vous signale que les livraisons de gaz russes à l'Europe ont augmenté depuis le début de la guerre. Et qu'elles sont payées. Vous confirmez Oui. Effectivement, la Russie n'a jamais coupé le robinet du gaz pour l'Europe. Au contraire, elle respecte les contrats qui ont été signés et elle continue de vendre son gaz au tarif spot. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce gaz est beaucoup monté à cause de toutes les bêtises et au sud de la pénurie d'énergie, et que donc aujourd'hui, la Russie touche de l'Europe 800 millions de dollars par jour de plus. Oui, c'est ça. Que ce à quoi elle s'était engagée. Oui. Donc, avec des pénalités comme ça ne va pas la faire souffrir longtemps. Hein. Donc, vous êtes en train de nous dire que la Russie ne souffrira moins que l'Europe des sanctions qu'a prises l'Europe contre la Russie. Ça va de soi, oui, c'est tout à fait ce que je dis. Moi, j'ai un tout petit bémol parce que la Russie va souffrir certainement beaucoup. Mais l'avantage que possède la Russie sur nous, c'est que la Russie est résiliente. C'est que le peuple russe, généralement, est habitué à ce genre de situation où elle subit des pénuries, elle subit des restrictions, et elle est habituée. Donc, alors que nous ne le sommes pas. Et c'est ça le véritable problème. Que va-t-il se passer dans 6 mois si nous nous retrouvons avec une énergie qui aura doublé ou triplé ou quadruplé? Vous pensez que le peuple russe ne se révoltera pas contre Poutine des efforts qui sont demandés au petit peuple, dans le fond, et même aux oligarques? Mais enfin, c'est surtout le petit peuple qui va souffrir. Vous ne pensez pas que ce sera une cause suffisante pour que ce peuple-là se désolidarise de son président? Honnêtement, je ne pense pas. Et effectivement, il y aura des mouvements, surtout dans les milieux de la jeunesse, proche de l'Europe, qui regardent l'Occident, etc. Mais le reste de la Russie ne bougera pas. Il est Je reviens à Charles Gave pour qu'il tente de m'expliquer. Moi, je ne suis pas du tout financier ni économiste, mais par exemple, j'entends que le système SWIFT, qui est un système de mutualisation, je ne sais pas si c'est le bon mot, des transactions, est un système qui a été interdit pour une grande partie des banques russes, et donc cela asphyxierait, dans le fond, l'économie russe. Vous ne semblez pas non plus tout à fait d'accord avec cette analyse-là?
Expliquez-nous d'abord ce que c'est que ce système SWIFT, dans le fond, sans rentrer dans trop de détails. Avant de venir au système SWIFT, je vais dire quelque chose, si vous voulez, c'est qu'il y a eu une espèce de blitzkrieg fait par les grandes banques centrales européennes et américaines pour essayer de détruire la monnaie russe en l'espace d'une semaine. Ça a complètement échoué. C'est-à-dire que les Russes ont fait quelque chose de très intelligent. Ils ont permis à tout le monde en Russie d'acheter de l'or sans TVA. Mais le cours du rouble a nettement diminué tout de même. Oui, mais ça, on s'en fout. À l'intérieur de la Russie, il ne s'est rien passé. Les gens, il n'y a pas eu de panique, il n'y a pas eu d'hyperinflation. Donc le gouvernement russe a dit, si vous n'avez plus confiance dans la monnaie, vous pouvez acheter de l'or sans TVA et on vous en donne. Donc ça a stabilisé la panique tout de suite. Vous savez, on a mis les gros lingots d'or comme ça. Donc la première des choses, c'est que le système financier russe ne s'est pas écroulé. La deuxième chose que les gens ne comprennent pas, mais c'est bien dommage, mais le nombre de choses que les gens ne comprennent pas est considérable, surtout dans nos gouvernements, c'est la suivante, c'est que le capitalisme, c'est la recherche du profit, comme chacun sait, ce qui est bien normal. Et la deuxième chose, c'est un système d'assurance mutuelle. C'est-à-dire, prenez l'exemple d'Air France, qui dépense énormément d'argent en énergie. Air France, si elle a un trésorier convenable, si le prix du pétrole commence à monter, il va essayer de se couvrir pour 2 ou 3 ans, il va acheter du pétrole à terme. Donc il va acheter du pétrole, mettons s'il était à 40, ils vont en acheter, si le pétrole passe au-dessus de 60, vous me couvrez contre de la hausse. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va l'assurer contre la hausse des prix du pétrole. Ce quelqu'un, ça pouvait être Rosneft, par exemple, la grande société de production russe. Mais si vous bloquez Rosneft, si vous l'empêchez de toucher son argent, si vous l'empêchez de remplir ce contrat, Air France va se retrouver à poil. Quand le prix du pétrole passe de 60 à 120, Air France fait faillite. Donc vous avez tout un système d'assurance comme ça qui marche dans tout le capitalisme, où tout le monde assure les risques de tout le monde, c'est une espèce d'assurance mutuelle. Et les paiements à l'intérieur de ce système étaient faits par le système de paiement dont vous parlez, SWIFT. D'accord. Et vous venez de casser une machine extraordinairement pointue à laquelle personne ne comprend rien. Parce que c'est tellement compliqué, vous avez des dizaines de milliards de transactions par jour. Les transactions dans ces marchés sont très supérieures au PIB mondial tous les jours. Donc s'imaginer qu'on peut casser quelque chose comme ça et que ça ne va pas avoir d'effet secondaire, c'est d'une imbécilité totale. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rendu l'ensemble du système capitaliste infiniment plus fragile, puisqu'il suffit qu'il y ait un gars qui fasse défaut sur une de ces obligations qu'il avait prises. C'est comme si vous aviez assuré votre maison contre l'incendie, et puis vous apprenez que votre assureur a fait faillite, ben vous allez vous racheter une assurance le lendemain matin à n'importe quel prix. C'est-à-dire que vous nous décrivez un possible effet domino comme il y en avait eu un après la faillite. Mais c'est exactement la chute de Lehman. C'est ça. C'est exactement la chute de Lehman. Ils nous ont fait la chute de Lehman puissance 10. Vous vous rendez même pas compte de ce qu'ils ont fait. La crise dont vous parlez qui a engendré la crise financière qui a débuté en 2008. Oui, c'était la grande crise de 2008. La grande crise de 2008, c'est Lehman et AIG qui ont sauté. Mais je veux bien, je ne peux pas vous contredire, je n'ai pas vos qualités. Mais personne ne le peut. Mais comment se fait-il que cette analyse-là ne soit pas une analyse qui ait été perçue par ceux qui ont pris ces décisions? Si je comprends bien, ils se tirent une balle dans le pied à chaque fois. Ah ben c'est pas la première fois. Mais je vais vous raconter une histoire. Quand ils ont décidé d'interdire les banques SWIFT, d'interdire les banques suisses à SWIFT, le dimanche matin, ils ont fait paraître un communiqué triomphant en disant on va punir les banques russes et vous allez voir ce que vous allez voir. Le dimanche soir, il y a eu un deuxième communiqué qui est sorti en disant finalement, il y a un certain nombre de banques, celles qui travaillent beaucoup sur le pétrole et le gaz, qui ne seront pas l'objet de ces... Pourquoi ? Parce qu'il y avait probablement la Deutsche Bank et BNP qui avaient téléphoné en disant dites les gars, si vous interdisez les banques suisses, on saute tous les deux. Donc, c'est-à-dire que le matin, ils ne savaient pas que s'ils faisaient ça, ça allait sauter BNP et la Société Générale et la Deutsche. Donc, je veux dire, ces gens-là sont d'une incompétence qui dépasse l'entendement. Quels sont les risques que peut courir la France et l'Europe plus généralement, mais la France tout particulièrement, avec ces mesures qui sont prises pour faire pression malgré tout sur Vladimir Poutine? Qu'est-ce que la France risque de maintenant? C'est pas difficile, ce qu'elle risque. On a déjà le coût du travail le plus élevé du monde, non ? Avec la République sociale qu'on a et tout, ça fait longtemps qu'on sait très bien que le coût du travail en France est absolument invraisemblable. On est en train de forcer notre appareil industriel à sortir d'un endroit où on avait un avantage comparatif, qui était le moteur à explosion, le moteur à 4 temps,
pour nous transformer en électricité, dans lequel nous n'avons aucun avantage comparatif. Donc c'est une augmentation des coûts gigantesques sur notre appareil industriel. Et maintenant, on est certain que l'Europe sera l'endroit du monde où l'énergie sera la plus chère. Parce qu'on a acheté une grosse partie de notre énergie en Russie avec des contrats à long terme, c'est-à-dire 40 à 50% en dessous des prix actuels. Et maintenant, les Russes vont les vendre ailleurs. Et nous, on va devoir acheter ce manque d'énergie, parce qu'on n'en a pas, hein, au prix du marché et en dollars. Alors que les Russes étaient d'accord pour nous racheter des obligations, donc on en payait une grosse partie en monnaie européenne. Donc ça veut dire que l'Europe va devenir de loin la partie du monde qui sera la moins compétitive. Ouais. C'est certain. C'est certain. C'est-à-dire que l'industrie européenne, tout le monde parle de réindustrialisation, c'est à mourir de rire. Ils sont en train de détruire l'industrie européenne en 5 minutes. Pierre Lerin, je vous voyais acquiescer. Vous partagez cette analyse ? Oui, je crois qu'effectivement, c'est ce qui est en train de se produire. C'est que on est devant une crise énergétique majeure, surtout en Europe. Et ce que l'on voit se profiler, c'est que la Russie va vendre son pétrole et son gaz à d'autres pays qui ensuite les vendront à l'Europe avec culbute. Dans le meilleur des cas, ça veut dire qu'on en trouvera. Mais ils auraient bien plus intérêt à faire. Regardez, prenez les chiffres. La Russie importe 60 milliards de dollars à peu près par an de Chine et 60 milliards d'Europe. Les Chinois font à peu près tout ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on leur vend en russe? On leur vend des bagnoles, des sacs Hermès. Bon, ça, les Chinois ne vont pas les faire, mais ils peuvent en faire des copies. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on vient de perdre 60 milliards d'exportation, boum, comme ça, d'un seul coup. Et comment les États-Unis s'en tirent-ils par rapport à l'Union? Les États-Unis sont quasiment autosuffisants énergétiquement. Ils exportent que 4 ou 5%. Ils exportent en tout 5 milliards par an en Russie, c'est-à-dire rien. Et donc, les États-Unis, une fois de plus, nous montrent qu'ils sont prêts à se battre jusqu'au dernier Européen. Vous voulez dire à se battre contre l'Europe, vous voulez dire? À se battre pour n'importe quoi, à condition que les victimes soient en Europe. Vous voulez dire que les États-Unis jouent contre le camp européen? Mais complètement. Les États-Unis sont en train de détruire toute l'industrie européenne. Argumenter un peu plus quand même, parce que là ça me semble... c'est pas difficile à partir du moment... Je vous passe ensuite la parole, Pierre Lerin, pour parler de votre livre. Vous inquiétez pas, il y a 10 minutes. Il n'y a aucun problème. Non, mais c'est assez simple. Si vous faites monter les coûts d'un de vos principaux concurrents de façon gigantesque, ça bénéficie à qui? Pierre Lerin, vous acquiescez à ce jeu de dupes des États-Unis vis-à-vis de l'Europe? Moi, je crois que depuis très longtemps, les États-Unis jouent contre l'Europe. Contre l'Europe. Les intérêts européens ne comptent pas, et il y a en Europe des pays qui sont très clairement alignés sur les États-Unis. Ils sont des protectorats. Et peut-être pas réellement des protectorats, mais en tout cas, ils marchent main dans la main avec les États-Unis. L'Allemagne en particulier, la Pologne. En règle générale, les pays de l'Est de l'Europe considèrent que leur véritable parapluie de sécurité se trouve aux États-Unis et au sein de l'OTAN, et pas du tout avec la France ou avec les pays qui veulent constituer une défense européenne autonome, différente de celle de l'OTAN. Si défense européenne il y a un jour, elle ne pourra se faire dans les conditions actuelles qu'à l'intérieur de l'OTAN, ce qui finalement ne changera strictement rien à la donne. Ce sera toujours les États-Unis qui domineront la défense européenne. Oui. Donc Pierre Lerin, vous avez écrit un livre très récent, très savant et que je conseille à tout le monde, qui s'appelle « L'Ukraine, une histoire entre deux destins ». Vous êtes écrivain, vous êtes journaliste, et donc vous êtes un grand spécialiste de l'Ukraine. Et je vous ai également invité parce que j'aimerais que votre éclairage pour savoir comment est-ce que l'on peut interpréter ce conflit qui est si proche et si loin malgré tout de nos intérêts, même si maintenant on va participer naturellement à des sanctions en y subissant des conséquences, si je vous entends bien. Et je voudrais savoir si d'abord, est-ce que Poutine, selon vous, a bien évalué la situation telle qu'elle est aujourd'hui en Ukraine, parce qu'il donne quand même le sentiment de faire du surplace, de s'enliser et d'avoir sous-évalué la résistance ukrainienne. Est-ce que c'est votre sentiment ? C'est très difficile d'avoir des informations réelles sur ce qui se passe, parce qu'on est dans une guerre de propagande.
Ici, en Europe occidentale, on a essentiellement le point de vue de l'Ukraine. Et le point de vue de l'Ukraine est forcément faussé, parce que, l'Ukraine a intérêt à se victimiser, à montrer les choses d'une manière un peu plus glorieuse qu'elle elle est l'agressée. Elle est l'agressée. Bien entendu, là-dessus, il n'y a aucune contestation. Oui. Mais cela signifie simplement que nous avons une information biaisée dans la mesure où nous n'avons pas d'information de l'autre côté, qu'elle nous est interdite et qu'il faut Donc vous mettez en doute un peu la résistance que l'on voit apparaître? Non, je ne mets pas du tout en doute la résistance. Ce que je mets en doute, c'est simplement le fait que les objectifs russes dans cette guerre soient déformés. Ouais. Les objectifs russes ne sont pas de bombarder les villes, ils sont de bombarder des objectifs militaires. Là où se déroulent réellement des combats, c'est dans le Donbass, principalement, dans le sud de l'Ukraine, et non pas... disons que des escarmouches autour de Kiev qui font des victimes, il n'y a aucun problème. C'est vraiment des escarmouches qui sont parfois très lourdes. Mais on a vu des hôpitaux bombardés. Ça, c'est une réalité, ça existe. Un hôpital n'est pas une cible militaire, pardon. Non, mais la question n'est pas que ce soit une cible militaire ou pas. La question, c'est de savoir pourquoi cet hôpital a été bombardé. Si on nous présente l'hôpital a été bombardé... comme ça, il y a eu des victimes civiles, etc. Je suis entièrement d'accord. Mais d'un autre côté, si l'on vous dit cet hôpital-là, il y avait un poste militaire qui servait à diriger des batteries d'artillerie ou d'autres, là, les choses deviennent un peu plus compliquées. C'est-à-dire la simplicité de ce que l'on nous présente n'est pas forcément la réalité. Pierre Dorin, vous-même, avez-vous été surpris tout de même par cette décision de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine? Ah oui, totalement. Comme la plupart des commentateurs d'ailleurs, mais oui, effectivement. Sûr, oui. Mais vous avez trouvé une rationalité ensuite, par la suite, à cette stratégie ou pas? Une rationalité, c'est difficile de déterminer dans la mesure où personne ne peut dire qu'il est dans la tête de Vladimir Poutine. Maintenant, ce qui est très clair, c'est que depuis des mois et des années, la Russie fait des propositions à l'Occident et l'Occident les rejette et ne les écoute pas. Donc arrive un moment où il y a un point de rupture. Ce point de rupture, ça peut être différentes choses. Et là, je crois que le point de rupture a été dans l'extrême et que, en ce qui me concerne, en tout cas, j'ai été horrifié par cette décision d'attaquer. Mais nul ne peut dire aujourd'hui quels sont les ressorts effectifs de Vladimir Poutine. C'est un conflit à deux niveaux. Il y a le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et puis l'on voit également, à travers même les propos de Vladimir Poutine, qu'il y a un conflit de civilisation. C'est-à-dire que Vladimir Poutine s'en prend très précisément à l'Occident. Quel est le ressort qui fait qu'aujourd'hui, la Russie ait une telle détestation pour, dans le fond, une civilisation qui lui est proche, et qui était même la sienne, dans le fond? C'est la même civilisation, oui. Il n'y a pas de différence fondamentale entre la Russie et le reste de l'Europe. La Russie appartient à l'Europe et vous n'avez pas besoin de notes de bas de page pour comprendre Dostoïevski ou Tolstoï. Alors donc pourquoi est-ce que Poutine veut absolument cette... Je pense que ce qui se passe entre la Russie et l'Europe, c'est que la Russie, en 2000, lorsque Poutine est arrivé au pouvoir, son but, c'était d'intégrer réellement non seulement l'Europe, de construire la maison commune européenne, mais également d'entrer dans une alliance qui couvrirait l'ensemble de l'hémisphère nord, qui pourrait être une association entre la Russie et l'OTAN. Et d'ailleurs, ça a failli se faire avec un Conseil Russie-OTAN, où la Russie était à égalité avec les autres membres de l'Alliance Atlantique. Et puis, progressivement, de rebuffade en rebuffade, Vladimir Poutine s'est éloigné de cette conception en considérant que finalement, la Russie devait jouer toute seule
Mais et c'est la conséquence est-ce qu'il n'y a pas derrière cette guerre, malgré tout, aussi une guerre menée contre les démocraties libérales, contre le monde libre, contre un Occident défenseur des droits de l'homme, etc. Est-ce qu'il n'y a pas cela aussi qui pourrait... Non, là, on est, je crois, on essaye de prolonger la guerre froide en considérant que la Russie est toujours communiste, etc. Or, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que l'idéologie, essentiellement, est du côté de l'Occident, qui a son idéologie qu'il cherche à implanter dans le reste du monde. Son idéologie, c'est laquelle? Le droit de l'homisme. Le droit de l'homisme, voilà. D'accord. Ouais. Et la Russie, elle est beaucoup plus pragmatique. Elle cherchait à se rapprocher de l'Occident. L'Occident n'a pas voulu. Elle cherche à se rapprocher de la Chine. Et la Chine lui ouvre les bras. Je crois que c'est aussi simple que ça. Oui, je crois aussi, si vous voulez, c'est dans les mondes orthodoxes, il n'y a jamais eu la séparation entre l'Église et l'État. Et donc le chef de l'État a une dimension religieuse. Et peut-être Poutine fait-il l'analyse, mais j'ai aucune information spéciale. J'en suis bien loin, mais peut-être fait-il l'analyse simplement que l'Occident est porteur de valeurs aujourd'hui dont il faut protéger la population russe. Et il pense peut-être que c'est une façon de protéger, je ne sais pas, la famille ou j'en sais rien. Donc voilà un petit peu. Ce que je voulais dire sur la stratégie militaire, c'est que la plupart des gens pensent en termes toujours faut tomber la tête. Donc on essaye de capturer la capitale, puis là on a gagné. En réalité, les stratégies militaires, il y en a deux, où vous essayerez de capturer la tête, ou vous essayez de détruire l'armée adverse. Et quand vous regardez une carte, vous voyez très bien que la stratégie militaire russe, elle est toute simple, c'est de détruire toutes les forces militaires ukrainiennes sur le terrain. Vous regardez la carte et vous voyez que là où les combats ont lieu, c'est tout au nord-est et sud-est, et que vous voyez qu'ils ont pris à peu près toute cette branche qui relie dans le fond toutes les populations russes à la Russie, et puis tout ce qui est vraiment ukrainien, personne n'y touche. Tout le monde s'en fout. Dernière question peut-être, Pierre-Laurent. Est-ce que l'Ukraine, dont on se félicite de voir que de ce conflit émerge une nation, est-ce que l'Ukraine est une nation solide, ou est-ce que c'est une nation qui risque d'être éphémère ? Il y a un nationalisme ukrainien indéniable. Il y a une nation ukrainienne et elle mérite d'avoir son État comme toutes les nations. Maintenant, c'est un pays qui est composite. C'est un pays où il y a une grande partie de la population qui n'est pas russophile ou russophone, qui est simplement russe ethnique, en particulier dans le Donbass. En Crimée, le problème a été résolu. La Crimée ne reviendra jamais à l'Ukraine parce que c'est une région russe depuis toujours. Dans le Donbass, c'est un peu différent parce que est-ce que le Donbass a vocation à être indépendant, à être rattaché à la Russie ou à devenir une composante d'un ensemble ukrainien avec les Ukrainiens pro-européens qui forment effectivement une nation? C'est très difficile à dire, mais en tout cas, l'Ukraine mérite d'exister. Simplement, elle mérite également porter un peu plus de considération aux populations qui ne sont pas purement ukrainiennes. Merci beaucoup Pierre-Laurent Charlegave d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été avec nous en direct sur CNews. C'est la fin de cette émission. Merci Yvan Rioufol, Véronique Jacquier. On vous retrouve la semaine prochaine, évidemment, même heure, toujours en direct sur CNews. Dans un instant, Soir Info, présenté bien sûr par Elliot Deval. Passez une très belle soirée sur CNews. Merci. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.